Retour sur le plateau de Direct Gestion pour le débat. Mes invités ce matin, Jean-Jacques Freeman de Vega IM et Daniel Gerino de Carlton Selection. On évoquait à l'instant les politiques opposées des banques centrales, l'effet collatéral sur le dollar évidemment. On voit cet euro-dollar qui baisse à toute vitesse, on est sous les 1,07, 1,06. Le point bas est en ligne de mire, 1,04 et même certains évoquent la parité. Daniel Gerino, vous n'y croyez pas? Du tout. Je n'y crois pas pour une raison très simple. D'abord, effectivement, il a décroché il y a quelque temps, mais on n'a pas atteint un niveau extrêmement bas, puisqu'on n'a pas cassé les 1,0480 qui était le point le plus fort sur le dollar. On vient quand même de 1,50 en avril 2011. Nous pensons que le dollar va se déprécier, alors pas par le mécanisme des différentiels de taux d'intérêt, puisque si la Fed remonte à 0,25, entre 0,25 en gros et 0, le différentiel est quasi nul. Par contre, la problématique du dollar est extrêmement importante à la fois pour les Américains sur le plan des exportations et pour les pays émergents, parce que les pays émergents ont des dettes libellées en dollars extrêmement importantes. Toute remontée du dollar renchérit le coût des dettes. Comme les pays émergents, c'est 37% du PIB mondial, ça signifierait que la Fédérale Réserve appuie sur le bouton pour étrangler 37% de l'économie mondiale, appuie sur le bouton pour étrangler le secteur de la construction qui s'appuie sur des crédits hypothécaires basés sur les taux Fed Funds, appuie sur le bouton pour étrangler toute l'industrie minière et d'énergie non conventionnelle qui est lourdement endettée. Ce serait un véritable bain de sang. Que peut faire Janet Yellen pour éviter ce bain de sang? Eh bien, tout simplement d'indiquer qu'effectivement, elle va remonter de 25 points de base, mais qu'elle assortira une éventuelle hausse de taux d'un certain nombre de conditions. Donc, une position très molle sur l'avenir et surtout pas une remontée en marche d'escalier des taux d'intérêt. D'abord, pour l'économie américaine, ce serait catastrophique, parce que le crédit à la consommation progresse de 5% par an depuis à peu près 3 ans. Remonter les taux d'intérêt, c'est punir les Américains sur la consommation. C'est quand même l'ADN de l'économie américaine. Alors ça se défend, mais Jean-Luc Freeman, c'est vrai qu'on a quand même une baisse assez violente de l'euro-dollar. Bon, la parité, c'est quand même on l'attend quand même. On est encore long dollar, donc la question se pose. Je crois aussi que la plus grosse partie du mouvement a été fait. On s'est mis long quand c'était un 37 à peu près. On est resté sur ces mouvements où il est remonté. Moi aussi, je crois que sur le dollar, c'est pas mécaniquement le différentiel des taux d'intérêt entre taux américains et européens qui joue systématiquement. Par exemple, quand on regarde les différences de balance commerciale, en se courante, comme en Europe, toutes les balances déficitaires se sont réduites, Italie, Espagne, un peu moins France, et que la balance excédentaire colossale de l'Allemagne reste et plus forte que jamais, ça appelle une demande d'euros. Donc il y a un mouvement économique qui est contradictoire au mouvement financier et spéculatif d'appréciation du dollar. Et puis Janet Yellen, oui, elle peut parler, elle peut même intervenir directement pour dire, voilà, j'interviendrai si le dollar franchissait des niveaux importants. Donc je crois aussi qu'il faut décorréler les deux, parce que bien sûr, d'un autre côté, Mario Draghi, lui, c'est ce qu'il souhaite. C'est-à-dire que d'un autre côté, il voit bien que c'est une guerre d'échange. La seule planche de salut, c'est la dépréciation de l'euro. L'histoire de c'est bas et donc mécaniquement les taux d'intérêt sont bas. Il y aura vraiment une demande forte en fait des entreprises. On voit que ça peut être mis en question. Mais je crois que Janet Yellen en face, soit explicitement, soit implicitement, indiquera un petit peu la fin de partie. Donc on restera, je pense, dans un mouvement de range où le plus gros de l'appréciation du dollar a eu lieu. Alors attention aussi en zone euro, plus de la moitié du business se fait en euros. Intra-euro en plus, oui. Voilà, donc on a quand même une sensibilité à la baisse de l'euro qui est relativement faible. On n'a pas eu vraiment un décollage des exportations suite à l'euro. L'alignement des planètes, il ne se fait pas de façon aussi linéaire que cela. Il était remis en question. Alors justement, dans ces conditions, que fait-on? On a mis de côté l'Asie pour l'instant, la Chine, le Japon, ça inquiète moins. Alors le Japon, nous, on n'y va pas parce qu'on ne comprend pas. C'est une économie qui est très compliquée. Quand vous regardez bien, il y a des points forts, des points faibles. C'est une économie qui a beaucoup de recherche-développement, mais qui a une population qui vieillit. La croissance, c'est quand même à la fois la hausse de la population, les gains de productivité. Gains de productivité, ils en ont assez peu, même s'ils sont très robotisés, mais la population diminue. On était à 130 millions, on est à 127 millions d'habitants. Ça a quand même bien baissé. Potentiellement, on voit que l'économie a du mal à repartir malgré les Abenomics, et pourtant la bourse monte. Elle fait pratiquement 17%, les PER sont donc à 19%. Là, vous comprenez pas, vous y allez pas. On ne comprend pas, on n'y va pas. On est positionné depuis, on avait pris un bon timing sur le marché japonais vraiment, qu'on avait renforcé au moment, parce qu'on était à un moment donné également sur l'Asie émergente, et non pas sur les actions A chinoises bien sûr, parce qu'on ne pouvait pas y aller, mais au moment où ces actions A ont craqué, on est sorti vraiment de l'Asie émergente en juin, donc c'est repositionné encore plus fortement sur le Japon. Le Japon, pour moi, il est symptomatique de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à la fois une appréciation mécanique et une explosion des résultats
avec simplement l'effet de change favorable, sans que d'un point de vue économique, je suis d'accord, il y a une réelle amélioration. Donc d'un point de vue simplement, voilà. Donc d'un point de vue, alors après, ce que je pense qu'il va se procéder, c'est que je pense qu'il va y avoir une forme de diffusion quand même de l'amélioration des résultats économiques en faveur un petit peu des salaires. Ça n'a pas encore eu lieu, mais ça serait peut-être un deuxième temps favorable finalement à cette économie japonaise. La difficulté pour l'instant, c'est vrai que c'est une difficulté plus de relais de la consommation, et ça peut se faire, il y a une telle explosion des résultats des boîtes que ça peut se faire par diffusion auprès des salariés. Une question sur vos modes de gestion, messieurs. On a mi-novembre, fin novembre, fin d'année. Est-ce qu'on est en train de sécuriser la belle performance de 2015, ça y est, qui a été restaurée grâce à un excellent mois d'octobre, ou est-ce qu'on continue à investir actuellement? Non, nous on lève le pied. On lève le pied parce qu'on pense qu'on a quand même toutes les bonnes nouvelles qui sont à peu près dans les marchés. Ce qui ne signifie pas qu'on considère que 2016 sera une mauvaise année, bien au contraire. Mais on pense qu'il peut y avoir des ajustements de fin d'année. On estime que la performance est bien, on a de bons résultats, moyennant quoi on préfère plutôt réduire et mettre plutôt une poche obligataire un peu plus importante, assez courte, en attendant d'y voir plus clair sur les décisions réelles des banques centrales. Mario Draghi, moi je pense qu'il n'est pas évident qu'il nous indique une augmentation des volumes de ces achats. Par contre, rallonger la durée serait plus raisonnable, puisqu'on voit très bien que malgré toute l'injection de liquidités, il y a relativement peu de crédits qui débouchent à l'issue de ces injections de liquidités. Par contre, dire on soignera plus longtemps le malade, oui, ça c'est plus intéressant que de dire on mettra 4 doses de plus de Doliprane. Réponse la semaine prochaine, vendredi prochain, le 3 décembre, sur de nouvelles mesures. Même question, Jean-Luc Frigam, du côté de Vega IM. Est-ce qu'on sécurise les belles performances de 2015 ou on continue à rester investi? Et si oui, sur quel secteur? Du côté de Vega, il y a pour nous un tournant très important depuis 3 mois, justement depuis le fait que ces politiques des banques centrales ont été challengées. Donc on est plus prudent, par exemple, sur des portefeuilles plus diversifiés. On avait un aspect crédit assez fort qu'on a coupé et qu'on a fait tourner de manière assez importante depuis quelques mois, parce qu'on ne voulait pas cumuler à la fois un risque action et un risque crédit. Donc on a rallongé qui sont très corrélés. Voilà. Les obligations crédit justement, et donc on s'est repositionné sur l'emprunt d'État en allongeant même un peu en des durations, en pensant qu'avant la déclaration du 3 décembre, il pouvait y avoir un petit mouvement de nouveau sur la baisse des taux. Ce que je pense, c'est que le marché doit se construire pour 2016, il doit se projeter un peu plus loin, et là il était un peu en manque. Ce qui est intéressant, c'est que peut-être ces opérations de fusion-acquisition dont vous parliez, et puis à la fois le fait qu'il y aura sans doute une croissance américaine dont le cycle peut encore durer jusqu'en 2017, plus le fait que Mario Draghi va allonger sans doute son programme de septembre 2016 à juin 2017 ou septembre 2017. Tout ça fait qu'on se projette en 2017, et donc pour 2016, les gens oseront encore intervenir, je pense, sur le marché actions. Donc sur les actions, plutôt que sur l'Europe, sur les États-Unis? Sur l'Europe, toujours Europe, Japon surpondéré, au contraire des États-Unis, et au contraire pour l'instant, on reviendra, je pense, sur l'Asie émergente en cours de 2016, et puis toujours un style croissant, c'est-à-dire que la croissance est tellement rare finalement que bénéficier toujours le style d'approche growth nous semble vraiment indispensable pour l'année 2016. Sur les secteurs géographiques, Daniel Gerino, même si on a compris que pour l'instant on sécurisait, on levait un petit peu le pied, quels sont les secteurs de 2016-2017 qui vont... D'abord les zones géographiques, ensuite les secteurs. Zones géographiques, on est positionné sur l'Europe majoritairement, mais également sur les États-Unis, et une toute petite touche à Hong Kong. Mais vraiment une toute petite touche. On n'est pas du tout sur les marchés émergents. Et on ne le sera pas en 2016 et probablement 2017. Alors c'est intéressant, juste je vous interromps. Sur les émergents, on dit que ce premier relèvement des taux pourrait être le démarrage peut-être d'un retour en grâce des émergents. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. Trop plombé par les matières premières, les produits de base. Le plus gros pays en Amérique du Sud émergent, c'est le Brésil. Le Brésil est dans une situation de corner, mais une véritable situation de corner. Ils ont une inflation galopante, une récession. Ils n'ont pas fait les transformations de l'économie nécessaires. Ils ont eu un État dispendieux. Ils ont eu des infrastructures qui n'ont pas été mises au niveau. Enfin, le pilotage de l'économie est juste catastrophique. Rousseff risque de sauter d'ici quelque temps parce qu'elle est empêtrée dans le scandale Petrobras. On a une instabilité politique. Je ne vois pas d'où viendrait la croissance. Très très franchement, le reste des pays d'Amérique latine, c'est pareil. Quand vous analysez la Russie, c'est à peu près la même chose. On est en récession. Les rentrées financières de l'État liées aux matières premières ont été divisées par 2. La seule chance de la Russie, c'est qu'elle a très peu de dettes. Elle est à 13-14% de ratio dette sur PIB, ce qui n'est pas le cas du Brésil. Mais
les perspectives sont moroses. Donc les pays émergents, non, ni sur les obligations, ni sur les actions. Et tant que les matières premières ne repartiront pas, et même lorsque les matières premières repartiront, il y aura une inertie. Et on le voit, c'est le problème de la Chine, c'est qu'entre les décisions politiques et la mise en pratique, il y a une inertie énorme. Ce qu'ils ont décidé sur l'aluminium, ça ne se mettra en place que dans 2 ans. Alors, je crois que sur les émergents, il faut reprendre la distinction qui était opérante durant les quelques années. Donc, il y a une vraie histoire différente entre l'Asie émergente et le reste des émergents. Donc, je suis tout à fait d'accord. Sur le Brésil, il y a un vrai problème de stagflation, d'offres, c'est-à-dire que leur offre ne correspond pas. C'est économiquement la chose la plus difficile à surmonter. Donc, par contre, sur la Chine, je pense qu'on s'est fait un psychodrame sur quelque chose, un ralentissement que tout le monde connaissait en réalité. Quand on observe le fret, quand on observe le prix de l'acier, quand on observe la production d'électricité, etc., on savait que ce niveau de 7 était artificiel. D'ailleurs, un pays qui annonce qu'il fait 7 et qui ne révise jamais ses taux, tout ça a été vraiment... On le savait, mais personne n'en parlait. Personne n'en parlait. Mais je pense que peut-être le plus dur... Mais alors, oui, mais supposons par exemple que demain vous exportiez vers la Chine, que vous soyez un L'Oréal ou un LVMH. Ben, même si la Chine officiellement c'est pas 7 et c'est peut-être 3, vous exportez toujours la même chose. En réalité, il n'y a pas de conséquences derrière cela. Le mal a été fait. Et on pense quelque part que le plus dur finalement du ralentissement et de ce modèle de transition de la Chine a déjà eu lieu. En réalité, c'est long, c'est pour ça que sur l'Asie émergente, c'est une zone sur laquelle nous on reviendra vraiment en 2016. Ouais. Europe, Japon et un peu d'Asie émergente, Europe aussi. Oui. Et puis vous nous avez dit Europe, États-Unis un petit peu et un peu Hong Kong. Au niveau des secteurs, il nous reste très peu de temps. Alors, nous on Quels reste sont les sur les secteurs de bancaires, prédilection? secteur financier et bancaire, sur la pharmacie et également sur les foncières. 3 secteurs qui vont profiter à un moment donné de la remontée des taux d'intérêt lorsque, passé le cap de 2016, on aura des tensions sur les taux d'intérêt, bien évidemment, ce qui se traduira par des marges beaucoup plus importantes dans le secteur bancaire, qui aujourd'hui engrange énormément de crédit, puisque le crédit repart. Donc on aura le double effet positif, c'est-à-dire la quantité et les marges. Donc tout ceci devrait donner un coup de booster sur les valeurs financières. Et je pense notamment à l'Italie, où le secteur bancaire est en pleine reconfiguration, où il y a de superbes affaires à faire, avec des modifications, notamment au niveau des réglementations bancaires sur les saisies immobilières, qui vont donner un bon coup de boost au secteur bancaire, puisque en Italie, la banque ne pouvait pas préempter un bien immobilier pour un mauvais créancier avant 7 ou 8 ans. La loi a été corrigée, au bout d'1 an et demi, le secteur bancaire peut récupérer le bien immobilier, ce qui va retirer énormément de provisions sur ce secteur et donner effectivement un effet de levier important sur les résultats bancaires. Les banques, les pharma, l'IMO, pour Daniel Géraud, très rapidement. Non, mais banque, je suis d'accord, et pourtant, c'est pas notre zone, enfin notre secteur favori. Donc, banque, on est surpondéré aussi. D'ailleurs, on l'a vu, quand à un moment donné, sur la BCE, il y avait un discours, elles ont un peu souffert. Donc, les banques, la consommation cyclique, puisque le consommateur européen, c'est lui qui est fort. Donc, consommation, technologie aussi, on est surpondéré. On est toujours absent ou très, très faiblement exposé sur tout ce qui est pétrole directement ou indirectement matière première. Donc, ça a été vraiment un gros point favorable de cette année, et toujours les thématiques de fusion, les thématiques de croissance, des valeurs aéroportuaires aussi, donc vous voyez des valeurs sécuritaires qu'on joue de manière très marquée. Merci messieurs, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire ce matin sur ces méga fusions et puis quelques idées d'investissement à l'heure où on commence à faire les comptes de cette année 2015. Merci à mes invités, Daniel Géraud de Carlton Sélection, merci à Jean-Jacques Friedemann de Vega IM. On se retrouvera très prochainement pour un nouveau débat. Pour l'heure, cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain, même heure, 9h30 à 10h pour le débat. Tout de suite, on passe au marché et à Direct Investisseur. À tout de suite.